Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu ma ligne na la mona kekuna, na kekuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment coquette? Ah, ouais, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme la Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Mesdames et messieurs, troisième partie, critique info. Le combat est grand. Le combat est grand et le combat est permanent. Le combat contre le mensonge ne s'arrêtera pas aujourd'hui. Le combat contre la diabolisation ne s'arrêtera pas non plus aujourd'hui. Nous sommes appelés à mener une lutte, mais d'alors une vraie lutte contre les anti-valeurs. Les anti-valeurs, c'est tous les mots qui rongent notre société, qui nous empêchent de voir la lumière de la vérité, la lumière de l'éthique, la lumière du sérieux et la lumière du développement. Nous ne pouvons pas compter nous développer si nous n'arrivons pas déjà à arrêter avec nos anciennes habitudes, les comportements rétrogrades qui ne nous amènent pas le développement. Il faudrait finalement détruire ces liens de... disons, ce qui nous lie avec le mal, au fait. Il faut un mariage entre nos ambitions et nos actes. Nos actes ne doivent pas contredire nos ambitions. Ce que nous posons comme acte tous les jours ne doit en aucun cas contredire les ambitions que nous avons. Nous voulons nous développer, mais nous ne voulons pas arrêter de mentir. On ne veut pas arrêter de falsifier les choses, les chiffres. On ne veut pas arrêter de la politique du mensonge et bien d'autres choses. Il faudrait à un moment donné qu'on se développe. Mais on ne peut pas se développer avec le même carcan sociologique dans lequel on se trouve. L'Afrique se retrouve aujourd'hui dans une situation devant les évidences. Soit elle veut réussir, soit elle veut échouer. Jusqu'à quand le coltan de l'Afrique ne pourra pas servir à l'Afrique? Jusqu'à quand le cobalt africain ne pourra pas servir l'Afrique? Parlons du manganèse. Si ça ne peut toujours pas servir l'Afrique, l'or, le pétrole, l'eau, le soleil et toutes les richesses naturelles et même surnaturelles que nous avons, nous n'arrivons toujours pas à en profiter. Tout simplement parce que nous avons un problème de coordination. L'Afrique a un problème de coordination. Vous allez le voir au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, on a le même problème. Regardez en Tunisie, 26 candidats qui veulent devenir président de la République. Si vous regardez l'Afrique blanche, on va dire ça comme ça, du côté de Maghreb, c'est pratiquement les mêmes réalités. Ils se disent développés, mais ils savent eux-mêmes qu'ils ne sont pas développés comme on veut le croire. Ils sont développés comparativement à l'Afrique noire peut-être. Ils ont des infrastructures assez développées par rapport à nous, l'Afrique subsaharienne et bien d'autres. On est bien d'accord. Mais les mots restent les mêmes. Le mot de l'Afrique reste le même. C'est la source du pouvoir. Tant que nous n'allons pas réussir à élucider, à rendre nos élections africaines souveraines et réellement souveraines, on ne s'en sortira jamais. Aussi longtemps qu'on va continuer à faire des simulacres, des élections, tout en sachant que le pouvoir viendra d'ailleurs, et on est d'accord avec ce système-là, alors on aura là créé un système de perdition. Les chefs d'État africains tirent leur pouvoir, leur origine à l'étranger. Ils signent d'abord des pactes et des liens par-ci, par-là, des accords, des protocoles, pour qu'ils arrivent d'abord au pouvoir. Et comme l'Africain n'a pas encore compris cette question, il se laisse berner parce qu'il est allé faire au jour de l'élection. Et il pense que ce qu'il a fait au jour de l'élection détermine sa vie de tous les jours. Pourtant, ce n'est qu'une formalité. Pour la plupart des cas, ce sont des formalités. Ces chefs d'État sont finalement viennent de l'Occident. Et vous le remarquez que lorsque le chef d'État est élu, lorsqu'un président est élu,
et que vous entendez la communauté internationale émettre de doutes sur son élection, c'est qu'il y a eu une donne qui les a échappés. Il y a une donne qui les a échappés. Et du coup, ils doivent remettre en cause la crédibilité de l'élection présidentielle. Ils ont dit, non, on n'est pas d'accord avec, on n'est pas d'accord, c'est vraiment pas vrai, on n'est pas d'accord. Il faut qu'on revienne à l'élection. C'est qu'il y a une donne qui les a échappés. Mais comme ils sont toujours malins, comme ils sont toujours plus malins que nous d'ailleurs pour la plupart des cas, ils vont réintégrer la donne, ils vont comprendre que c'est lui avec qui on doit faire. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se jeter à lui. Comme pour lui dire, nous te reconnaissons, voilà, on est d'accord avec toi, ainsi de suite. Et du coup, le langage change. Et ces gens n'ont pas honte de changer de langage. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. C'est le même Occident qui a hier critiqué l'avènement de Kadhafi au pouvoir quand il était encore là. Et puis à un moment donné, ils sont devenus pro-Kadhafi. Et puis à un moment donné, contre Kadhafi, jusqu'à l'amener à la mort. C'est la même chose avec la Centrafrique. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, c'est pratiquement la même chose. Les mêmes personnes qui ont critiqué la venue de Ouattara sont les mêmes personnes qui l'ont amené là-bas. Et les mêmes personnes commencent un peu à le critiquer, à le protéger. Bref, l'Occident joue ces deux jeux-là. L'Occident a toujours eu deux camps. Le premier camp est celui qui soutient le pouvoir. Le second est celui qui soutient l'opposition. Et ils sont tous là. En réalité, ils vous tiennent de tous les deux côtés. Que vous soyez du côté du pouvoir ou du côté de l'opposition, vous jouez leur jeu. Et ils sont là, assis, en train de vous regarder comme des petits enfants, en train de vous battre, de vous rentrer dedans. Ils sont en train de rire. Ce sont eux qui financent les opposants pour la plupart des cas pour faire leur marche. Ils financent les opposants. C'est encore eux qui entêtent les régimes dictatoriaux. C'est encore eux qui entêtent les régimes dictatoriaux. Ils leur demandent de réprimer même jusqu'au sang. Et ils vont avoir leurs médias, comme ils savent toujours le faire. Ils vont envoyer leurs médias, les uns vont critiquer, les autres vont cautionner. Et finalement, ça devient des instruments à détruire, des instruments vraiment à abrutir les peuples. Et tous les peuples africains sont conditionnés. Nous ne pouvons suivre les informations que dans les médias internationaux. Ces médias-là, ce sont à eux qu'on doit suivre les infos. Pourtant, c'est eux qui manipulent l'opinion, qui vous préparent à autre chose, qui vous préparent à dire oui ou à dire non. Ils savent comment le faire. Mais il faut que l'intellectuel africain arrive à comprendre que ce sont des évidences. Et on ne peut pas changer les évidences. Les évidences, il faut les contourner, les combattre. Vous ne pouvez pas changer les évidences parce que vous voulez les changer comme ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. Oh, il faut d'abord étudier, changer les paradigmes et trouver un autre moyen de faire les choses. Sinon, on sera la même chose. Je vous donnerai des cas. Et vous connaissez d'ailleurs les cas. Tantôt, ils sont pour l'opposition. Tantôt, ils sont pour le pouvoir contre l'opposition. Qui ont demandé et qui ont appuyé Messieurs Sassou Nguesso a modifié sa constitution. Mais c'est la France, monsieur François Hollande. Il le savait. Quand venant au Congo-Brazzaville, ça ne dit pas lui physiquement, mais en appuyant le président brazzavillois, c'était à l'encontre de la politique, disons de la constitution brazzavilloise. Ils s'en foutaient de la constitution brazzavilloise. Mais c'est les mêmes personnes qui vont aller donner des leçons aux autres, hein, en disant non, il faut respecter la constitution qu'eux-mêmes bafouent, qu'eux-mêmes piétinent. Aussi longtemps que l'Africain croira dans sa tête que son développement viendra de l'extérieur, eh bien il va se tromper. Les Occidentaux vous ont amené leur banque mondiale, ils vous ont amené leur FMI, ils vous ont amené aussi, ils vous ont imposé à toute l'Afrique cette histoire de BAD. Et du coup, vous avez les institutions financières qui ne sont pas les vôtres, qui sont dirigées pas par vos frères ni par vos fils, mais dirigées par eux-mêmes. Ils ont leurs antennes comme ça et ils savent comment le faire. Et ils vous conditionnent à être endettés, sachant que vous n'allez pas vous en sortir. Ils vous obligent une monnaie, ils vous obligent des frontières. Eux-mêmes veulent que ça se passe comme ça et on est dans ça. La chanson de Tiken Jah Fakoly, ils ont partagé le monde et d'actualité jusqu'aujourd'hui. Mais maintenant, comment sortir de ces camps? Comment sortir de cette histoire, de ces labyrinthes? Une seule question est beaucoup plus importante, la prise de conscience. Il faut que l'Africain prenne conscience. Non, pas qu'il connaisse, pas qu'il sache, non, mais qu'il connaisse. Pas qu'on lui dise non, Moni, parce que ça, ce sont des réalités que tout le monde connaît. Maintenant, il faut aller au-delà de ça. Parce qu'on connaît que ça se passe comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut faire comme l'Asie a fait. Qu'est-ce que l'Asie a fait?
L'Asie a intériorisé la logique qu'il avait des intellectuels qui pouvaient trouver des solutions aux problèmes asiatiques. Et donc, on a parlé de 7 dragons. Aujourd'hui, il faut compter Singapour. Aujourd'hui, il faut compter certains pays asiatiques qui sortent du lot, qui étonnent le monde, qui épatent le monde. Aujourd'hui, l'invention chinoise, ça étonne l'Amérique. L'Amérique est étonnée de la sagesse et surtout de la pertinence de la Chine. Le Japon n'a plus de preuves à faire parce que le Japon s'est déjà, je vais dire, inscrit dans la logique du développement. Et c'est comme ça. Et le développement japonais n'est pas raconté forcément par l'Amérique. Le développement japonais est d'abord vécu dans le quotidien de tous les Japonais, accepté dans les institutions financières japonaises, et c'est comme ça, c'est devenu une réalité. Mais chez nous, l'Afrique, ce n'est pas le cas, nous sommes dans les blanchiments, on est dans les... Non, mais ce n'est pas possible. Tous les dirigeants africains, quand ils volent l'argent, quand ils pillent l'Afrique, ils vont mettre l'argent de façon naturelle dans les banques internationales. Sinon, dans les banques étrangères, là où le... Non, mais quand vous mettez votre argent dans les banques étrangères, mais dans votre tête, comment vous pensez que vous développez votre pays? Vous développez ce pays-là. Vous développez ces pays-là et aujourd'hui on est dans une hypocrisie nationale. On n'en parle pas. Je parlais une fois avec un ami. Je dis, mais vous nous dites toujours que le Rwanda s'est développé à cause de notre coltan. Oui, mais ça c'est le Rwanda, ça vous embête. Ça vous gêne que ce soit le Rwanda. Et posez-vous la question, alors la Suisse s'est tenue sur quoi? C'est quoi la richesse de la Suisse? Quelles sont les ressources que la Suisse a aujourd'hui qui peuvent justifier son développement? Aujourd'hui, si on peut défermer l'Afrique, on dit, bon d'accord, plus rien ne sort de l'Afrique. On va voir un peu le sort des autres pays là. C'est parce que nous ne connaissons pas ce que nous sommes en réalité. Si les États-Unis, l'Afrique, la France et les autres pays européens sont ce qu'ils sont, c'est parce qu'ils pillent l'Afrique. Et ça, il n'y a pas de doute, il n'y a pas question de se voler la face, il faut dire la vérité telle qu'elle est. L'Italie a prouvé, l'Italie a montré à la face du monde ce que la France faisait sur l'Afrique. Ce que la France faisait en Afrique, on a vu, tout le monde a vu. Ça, ce n'est pas des histoires que je raconte. Tout le monde a vu. Tout le monde a vu la gestion du pétrole de Koweït. Tout le monde a vu la gestion du pétrole en Iran. Tout le monde a vu la question du pétrole en Angola et un peu partout. Qui ne connaît pas le scandale du diamant chez nous? Qui ne connaît pas le scandale de l'or chez nous? Qui ignore le scandale de comment on appelle, cobalt, manganèse et tout le reste, même mercure? Qui oublie ce scandale-là? Mais il y a eu le scandale. On a fait le scandale au Congo ici, mais ça a profité à qui? Ça a construit des hôpitaux, des routes ailleurs. Dieu seul sait qu'est-ce que notre pétrole a fait à l'étranger. Dieu seul sait ce que nos diamants font à l'étranger. Il faut qu'on arrive à se dire de vérité. Aussi longtemps que l'Africain aura une langue de bois, en train d'avoir peur, tout ça, ça ne marchera jamais. Il faut qu'on se dise la vérité. Tous les pays européens, pour la plupart des cas, beaucoup de pays européens, doivent leur développement en Afrique. Donc, moi, quand on me dit que le Rwanda a eu développement Rwanda et Outié-Panabino, moi, ça ne m'étonne pas du tout. Ça ne m'étonne pas du tout. Parce que ce ne sont pas les premiers à le faire. Nous sommes habitués à subir ça. Maintenant, il faut changer cette nature de lapin en tigre, comme a fait la Corée. Il faut changer cette façon de voir les choses des petits messieurs à être des grands, comme la Chine. Il faut qu'on enlève dans notre tête que certains pays peuvent s'enrichir et nous, on va se taire. Mais il faut qu'on comprenne les problèmes de façon globale. De façon globale, il faut des dirigeants sérieux qui vont finalement initier le peuple africain à une sorte de révolte, de révolution des mentalités. Même pas le changement des mentalités, parce qu'on va changer les mentalités contre laquelle il faut finalement révolutionner simplement la mentalité africaine afin de doter à chaque Africain les potentialités convenables de résister contre quelque chose de mal. Sinon, ça va être la même chose. Ça va être la même chose. Ils ont pris les mouvements citoyens, ils les ont soudoyés. Tous les mouvements citoyens, la majorité, soudoyés par les étrangers. Par des ONG par-ci, par des ONG par-là. Et ces ONG-là ont leur raison d'être. Dans un pays développé, ces ONG-là n'existent pas. Ils ont pour siège Washington, Genève, blablabla, blablabla. Mais c'est en Afrique qu'ils font beaucoup plus d'argent. Parce qu'en réalité, ils sont eux-mêmes ils sont eux-mêmes des sapeurs-pompiers et eux-mêmes sont ceux qui allument le feu. Ils viennent vous mettre dans des conditions extrêmement difficiles pour vous empêcher de vous en sortir. Ils vont venir trouver dans l'opposition les plus faibles de l'opposition, ceux qui sont avides, qui aiment beaucoup l'argent. Ils vont mettre l'argent derrière eux en leur disant « Allez-y, travaillez, faites beaucoup de bruit. On est là pour vous soutenir. » Et ils sont prêts à déverser des millions d'argent.
il faut acheter l'opinion publique, ils ont les médias, ils vont le faire. Ils vont le faire. Et après avoir réussi ça, maintenant ils vous imposent, ils demandent au régime de protéger. Et le régime va faire comment? Le régime va réprimer dans le sang. Si le régime réprime dans le sang, vous savez ce que c'est? Les organisations ont de l'argent parce qu'ils ont des rapports à écrire. Ils ont des rapports à faire, ils ont des rapports à publier. Comment on appelle? Les sociétés civiles politisées ont le moyen de parler. Les mouvements associatifs ou je sais pas moi, les mouvements, comme vous appelez, de ceux qui peuvent associer, il y a un mouvement, ceux qui sont républicains, ça sort aussi. Un mouvement citoyen, belé, parce qu'ils savent qu'ils doivent trouver des financements. Mais entre-temps, le problème reste réel. Le problème du sous-développement est là. Le problème d'eau est là. Le problème d'électricité est là. Le problème du pillage est là. Tous ces problèmes sont là. Mais eux, maintenant, vont finalement vous amener à vous distraire et ne pas régler le problème. C'est exactement ce qu'ils ont fait. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils libèrent l'indépendance. Vous savez ce qu'ils font? Ils embrouillent les dirigeants. Regardez les 7 mois de Kasavubu. Les 7 mois de Kasavubu, mais c'était des sécessions par-ci, sécessions par-là, conflits à l'Assemblée, conflits au Parlement. Ça ne marche pas du tout. Les 7 mois étaient les 7 mois pour rien. Mais qui instrumentalisait ceux de l'opposition? Qui payait un peu d'argent à ceux de l'opposition? Qui renforçait le pouvoir en place? Mais eux-mêmes. Ça veut dire que ce sont des jeux qui vous font jouer comme ça. Jusqu'à ce que Lumumba est mort. À cause de la même chose, mes frères. N'oublions pas l'histoire. N'oublions pas l'histoire. Les Blancs avaient déjà proposé Mobutu comme un pion. Ils savaient que Mobutu allait jouer le bon jeu avec eux. Et ils savaient, pendant que le désordre s'est passé, eux, ils avaient le temps de lire, de faire une lecture de l'histoire. Ils disent, ok, maintenant ce qu'on va faire, on jette notre dévolu sur Mobutu. Et en 65, le général Vaz va éclater. Ça veut dire que c'est les mêmes personnes qui sont allées voir Lumumba pour lui dire, tu es un brave dans l'armée. Au sein de l'armée, tu es un brave, il s'appelle Mobutu. C'est ton secrétaire. Fais d'abord de lui ton secrétaire. Il est devenu secrétaire. Vas-y un peu plus loin. Donne-lui encore des responsabilités. On lui donne des responsabilités et Mobutu devient là où il devait se retrouver. C'était les jeux tels que prévus par eux. Et Mobutu va finalement jouer ce jeu-là. Quand Mobutu rentre dans la chose, ils sont d'accord avec Mobutu parce que Mobutu leur donne les gisements de pétrole, Mobutu leur donne l'or, il leur donne les diamants, il leur donne... Parce que Mobutu n'avait pas besoin d'argent. Mobutu avait besoin du pouvoir. Ce qui est différent avec Laurent Désiré Kabila. Et ce qui est très différent aussi avec Joseph Kabila Kabange. Ce qui va peut-être être différent avec Félix Tshisekedi. Chacun d'eux avait sa lecture à lui. Mobutu, ce n'était pas l'argent. Mobutu, c'était le pouvoir. Prenez tout ce que vous pouvez, mais laissez-moi le pouvoir. Il aimait régner. Et les Blancs avaient compris. Voilà pourquoi il avait 32 ans, il n'avait pas de problème avec eux. Mobutu n'était pas impliqué dans des histoires d'uranium, histoires des ventes. Non, ce n'était pas son problème. Lui, c'était garantissez-moi que je resterai longtemps. C'est ce que Kukumbendu Ouazabanga. C'était la logique. Et ça marchait beaucoup plus avec les Américains. Mais arrive à un moment donné, Mobutu se rend compte qu'il est temps de servir son pays. Il commence à changer la casa. Il commence à voir clair maintenant. On dit, ah non, il commence à devenir beaucoup plus intelligent que nous. Il a l'adhésion de l'Afrique. Il défend la Rhodésie. Il défend l'Afrique du Sud. Il scolarise certains étudiants de l'ANC. Beaucoup de gens le prennent pour un mentor. Lorsque Mobutu rencontre Omar Bongo prend Mobutu pour un monsieur excellent. Par contre, Kadhafi rappelait toujours à Mobutu que si j'avais ton armée, si j'avais ta position, en tout cas l'Afrique serait une autre chose. Bon, comme il était lié à l'Occident, il ne pouvait rien faire avec Kagame, avec Kadhafi. Souvenez-vous, il y a une anecdote, on ne sait pas si c'est vrai ou faux, mais on nous a raconté une anecdote en nous disant ceci. Mobutu et Kadhafi se seraient rencontrés au cours d'un dîner ou une soirée comme ça, une réunion africaine. Et ils ont eu des échanges et tout. Et puis voilà que Mobutu dit à Kadhafi, mais écoute, bon, toi tu es colonel, moi je suis maréchal. Donc moi je ne suis pas de ton niveau. Toi tu n'es qu'un petit colonel, tu n'es pas maréchal, moi je suis maréchal. Donc j'ai dépassé l'étape des généraux et tout. C'est plus mon problème. Tout. Et pour Kadhafi, il disait, Mobutu, tu es un voleur, tu pilles ton pays. Tu laisses les gens piller ton pays au lieu de construire ton pays. Pendant ce temps, Kadhafi était classé avait le PIB le plus important. C'est vrai qu'à un moment donné, quand Mobutu a connu la baisse, Libye a repris les choses. Et donc, pour Kadhafi, Mobutu était quelqu'un de perdu. Vous ne pouvez pas imaginer qu'un homme si puissant
comme Mobutu, se fasse ridiculiser et caporaliser par les Blancs. Alors que lui, il pouvait tenir tête aux Blancs à ce moment-là. Et donc, Mobutu, pour lui, c'était que tu n'es qu'un petit monsieur, tu n'as rien du tout. Et donc, on disait maintenant, en Libye, pour dire voleur, on disait Moïbi. Tous les voleurs, on les appelait Mobutu, pardon. Mobutu, ça veut dire voleur. Et ici aussi, Mobutu a dit, oh d'accord, tous les vendeurs du pétrole, tous ceux qui sont dans les carburants, on les appellera désormais des Kadhafi. C'est ainsi que vous avez chez nous, tous ceux qui vendent le pétrole, on les appelle des Kadhafi. C'était un peu dans cette guerre-là. Ben, je dis encore une fois, je ne confirme rien. Je transmets tel qu'on m'a raconté aussi l'histoire. Ceux qui ont vécu avant moi peuvent attester ou contredire. La lobité que Christian Lobby qui est bongo, Mobutu azaki muninga ngate, tukutana na été, to solo la pété. Kadhafi pe musika na koma limité dans na ibi ngambona te. Seulement que moi, mon péché c'est d'avoir lu. J'ai lu ça dans certaines anecdotes, voilà pourquoi j'ai retransmis ce que j'ai lu, vrai ou faux, c'est pas mon problème. Et c'est dans cette dynamique là que finalement ils vont nous imposer une sorte de problème, quoi. Mobutu, et puis après, ils vont trouver un opposant. Comme ils aiment toujours le faire, ils trouvent 2 ou 3 opposants. Ils ont fait avec Etienne Tshisekedi, ça n'avait pas marché vraiment, parce que Etienne Tshisekedi leur demandait toujours c'est quoi comment on appelle, c'est quoi la part du Congolais, c'est quoi la part des Zaïrois, vous voulez bien, mais après, qu'est-ce que nous on gagne? Et ça ne marchait pas beaucoup. Et si vous pouvez lire les mémoires de Tony Blair sur l'Afrique, et vous pouvez vous rencontrer, vous pouvez vous rendre compte de qu'est-ce qu'il témoigne sur l'opposition aux Zaïre, par exemple. Il vous racontera ce qui se passe aux Zaïre, il vous racontera, il faut lire par exemple certaines Britanniques, eux qui étaient beaucoup régulièrement ici, et des gens qui ont rencontré Etienne Tshisekedi peuvent vous dire pourquoi Etienne Tshisekedi n'avait pas le poids de l'Occident, pourquoi il n'avait pas le soutien total de l'Occident. Parce que eux, ils aiment voir les conflits vrais. Et donc, ils vont susciter des opposants. Troisième, bref, on ne rentre pas dans l'histoire. On va arriver avec Laurent Désiré Kabila. C'est pratiquement la même chose. Il faut qu'il ait le pouvoir. Mais il doit l'avoir où? Il doit l'avoir au Rwanda. Il faut qu'il signe des contrats. Il faut qu'il fasse ceci, il faut qu'il fasse cela. Et tout se prépare de cette façon-là pour qu'on aboutisse là où on est. Et vous allez voir ça, mes frères, partout en Afrique, c'est la même chose. C'est pratiquement le même schéma. L'Occident définit qui va vous diriger. Et l'Occident définit quelle opposition va être une opposition sérieuse. Et ceux qui vont le faire, ils vont voir comment ça va se passer. Vous avez vu ici, n'est-ce pas? L'Occident avait son candidat. Ça, on n'a même pas besoin de réfléchir. L'Occident avait son candidat. Les candidats de l'Occident dans le Congo, tout va bien. Et puis après, quand on a fait l'élection, tout le monde a dit Tobande l'élection, Eza Malamouté. Tobande l'élection, Eza Malamouté. Mais après, comme par magie, bam, ça s'arrête. Les mêmes personnes qui ont contredit l'élection reviennent. Oh, français bimi. Oh, on prend note. Oh non, on bloque note. Oh non, on suspend note. Oh non, on comprend note. Oh non. Et comme il va français, belé. Oh, je prends acte. Oh, je laisse l'acte. Oh non, je pense l'acte. Je comprends l'acte. Et comme il bongo. Et puis à la fin, les mêmes personnes changent de position. Ah, c'est quelqu'un de merveilleux. C'est quelqu'un de chaleureux. À moi, ça ne me dit absolument rien. Je sais ce qu'ils ont dit à Joseph Kabila Kabange. Je sais ce qu'ils ont dit. Mais réfléchissons maintenant. Vous allez voir que, comme je le disais, c'est la même chose. C'est là ils font toujours des choses. Les 7 premiers mois de Mobutu, la même chose. Les 7 premiers mois de Mobutu, ouf, c'est la même chose. Guerre, Koto, il faut avancer, Samboka, Koto, à Kedango Boy, à Salaboy. 7 mois. Laurent Désiré Kabila, quand il arrive, 7 mois. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau, Maï Katani, Kinshasa, Namolili. On sait tous comment ça s'est passé. Joseph Kabila Kabange, les 7 premiers mois, ouf, guerre, il y a Est, Koto, et Bunda Boy, Dotala Boy, Panzani Boy, et Kenaki Boy. 7 mois, Félix Tshisekedi, c'est la même chose. Sans gouvernement, tout à gauche, tout à droite. Bongo toujours. C'est l'histoire de l'Afrique. Surtout, c'est l'histoire du Congo. Mesdames et messieurs, l'Afrique doit comprendre une chose. L'Afrique doit apprendre à se prendre véritablement en charge. Nous devons arriver à imposer notre manière de faire les choses. Le problème de l'Afrique, c'est aussi l'impréparation de ces cadres. Nous n'arrivons pas à préparer les gens pour gérer. Nous arrivons à préparer les gens pour faire le militantisme, ce qui n'est pas bien. Préparons les gens à la gestion. Préparons les gens à être des gouvernants. Mettons les cadres de la bonne gouvernance. Faisons en sorte que nos universités soient réputées par la qualité de l'enseignement fourni
à ces universités-là. Qu'on ait des professeurs, pas des politiciens qui enseignent, mais des professeurs. Ça veut dire les professionnels de l'enseignement. Nous devons avoir ces professeurs-là. Ces professeurs qui savent enseigner, qui peuvent faire la différence entre être politique et être enseignant. C'est des gens qui vont remettre en cause toutes les théories déjà véhiculées ici, dont on a inoculé la dose, le venin de la politique. On en a besoin. Un autre problème de l'Afrique, c'est la caporalisation des intellectuels et des fonctions existentielles d'un pays. Vous avez en Afrique les fonctions les plus importantes, c'est la politique. Où vous avez toutes ces personnes qui veulent un peu s'en sortir, doivent impérativement faire la politique. Vous avez des médecins à l'hôpital, ils sont obligés de faire la politique. Ils doivent avoir une connotation politique pour émerger. Vous avez au niveau des ports, au niveau des aéroports, il faut que ces gens-là fassent la politique pour qu'ils s'en sortent. Mais ça ne marchera jamais. Ça ne pourra pas marcher. Il faut qu'on essaie de comprendre que la politique abrutit beaucoup de choses. Si nous voulons aller dans le sens où nous voulons tout politiser, eh bien on va tout abrutir. Il faudrait à un moment donné qu'on se réveille, qu'on laisse certaines fonctions évoluer sans une pression politique, mais plutôt les agents des carrières. Ça, c'est ce que l'Afrique doit comprendre. Qu'est-ce que c'est, par exemple, une usine de farine du pays, que ce soit nationale ou privée, quel est le lien avec la politique? La gestion des ports, la gestion des aéroports, la gestion des routes, la gestion des hôpitaux. Ah, qu'est-ce que ça a à voir avec le fait d'être politicien? La justice. Au Congo et en Afrique, vous trouvez le procureur général de la République. C'est le frère du président ou c'est son bras droit. Mais pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que nous n'arrivons pas à rationaliser notre gestion de tous les jours. C'est seulement en Afrique où vous entendez le procureur général de la République caporalisé par le président. Le président peut l'appeler, peut le faire peur, et ainsi de suite. Pourtant, dans d'autres cieux, on ne joue pas avec un procureur général de la République. Il n'a même pas besoin d'avoir peur du président. Il n'a pas peur de lui. Il n'a pas peur d'un ministre. À l'étranger, quand vous rencontrez un juge, mais il en a dans le ventre. Si déjà un juge peut embêter Sarkozy en France, si un juge peut déjà l'embêter, peut le mettre mal à l'aise, mais au Congo, ici, les juges ne peuvent même pas faire mal à la copine d'un monsieur. Ils ne peuvent même pas. Les juges ne peuvent même pas faire mal, disons, ils ne peuvent même pas faire peur à la copine d'un général. Quand je dis faire peur, je ne parle pas du sens péjoratif. Non, je parle plutôt de la considération. Aujourd'hui, il suffit d'être la copine d'un général, vous n'avez pas besoin d'avoir peur d'un juge. Si déjà l'enfant d'un PDG, si seulement déjà l'enfant d'un PDG peut se permettre de gifler un général. Est-ce que vous imaginez? L'enfant de M. Yuma a giflé un général ici au Congo, à Kinshasa. Le garçon est encore en vie. Je ne demande pas sa mort. Hein. Non. Mais on a demandé qu'il puisse regretter l'acte qu'il a posé. C'est des types qui doivent regretter parce que s'il fait ça à un colonel, à un général, et à moi alors? Et à moi? Qu'est-ce qu'il me fera à moi? Si déjà nous avons les enfants des députés qui ont arrêté la vie d'un avocat, ils l'ont tué et puis ils ont fui. Et ils sont là, on l'a vu, on a entendu, mais personne ne dit rien. C'est quand on ne comprendra pas que si la politique a l'emprise sur tout, c'est une société qui meurt. Aussi longtemps qu'on ne connaît pas ça, qu'on ne mettra pas ça dans notre capacité de changer les choses, eh bien ça ne changera jamais. Il faut que qu'on réhabilite ces fonctions-là. Il faut qu'on les réhabilite de leur splendeur, de leur... tout ça. Sinon, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de tout politiser et que la force revienne à la politique. Ça ne va pas. La séparation du pouvoir veut que dans l'organisation des choses, que le pouvoir puisse arrêter le pouvoir, limiter les excès. Et puis, l'autre chose, c'est que il faut promettre les talents africains. Nous sommes appelés à consommer africain, aimer l'Africain et aimer l'Afrique. Ce continent nous appartient tous. Il faut une nouvelle jeunesse maintenant. Une jeunesse qui intègre la donne de la souveraineté africaine. Nos dirigeants, c'est vrai, ils ont vendu l'Afrique d'une manière ou d'une autre. Ils ont vendu l'Afrique parce qu'ils ont accepté quelque chose ou parce qu'ils ont signé des accords qu'on ne connaît pas. Mais ce qui est vrai, nous, jeunes Africains, nous pouvons maintenant nous décider de ne pas être en lien avec ces gens-là.
Ça veut dire traiter avec la jeunesse africaine, avec la jeunesse européenne, et interpeller la jeunesse européenne et asiatique. Il faudrait maintenant, c'est parce que nous n'avons pas seulement des moyens, si on avait les moyens, en fait, je ne veux pas dire moi, mais si on avait les moyens, on ferait des conférences d'interpellation de ces jeunes de partout. Parce qu'il faut dire aux Français maintenant, si vous suivez la politique de la France maintenant, vous serez à genoux dans 50 ans. Si vous suivez la politique, votre politique française, qui est la politique de caporaliser l'Afrique, de piller l'Afrique, systématiquement, intelligemment ou bêtement, pas de problème. Mais si vous continuez ça, la réponse, ça va être une immigration scandaleuse et sanguinaire. C'est que vous allez subir ce que vous allez nous faire subir ici. Il faudrait maintenant qu'une nouvelle jeunesse européenne naisse, que cette jeunesse vienne incarner la rupture, que cette jeunesse vienne incarner la rupture d'une pratique de colonisation et surtout de prédation. Bah, jeunes africains, bah, la mouki, bah, l'obité. À l'Urotoké, les jeunes européens disent non, nous n'allons plus piller l'Afrique maintenant. Ce qu'il faut faire, il faut traiter avec les Africains. Parce que si nous les imposons ça, c'est nous qui allons subir le problème. Parce que la jeunesse africaine qui viendra demain, si vous ne faites pas attention, elle va ouvrir les frontières. Elle ne mènera aucune politique de l'immigration. Et on va ouvrir les frontières, comme ça les gens viendront à flot chez vous. Et vous n'allez pas maîtriser cela. Donc il faudrait maintenant un cadre de discussion. Mais pour mener cette discussion, vous devez en avoir dans le ventre. Il faut être des gens qui ne sont pas intéressés par le pouvoir. Il faut que le blanc traite avec vous tout en comprenant que vous ne vous battez pas pour avoir un poste, mais vous vous battez pour l'équilibre du monde. Parce que qui menace l'Afrique, menace le monde entier. L'Afrique, je veux dire, à lui seul comme continent, produit une démographie impossible. La démographie de l'Asie repose sur la Chine. Et la Chine avait freiné un peu sa démographie. Elle avait contrôlé sa démographie. Mais l'Afrique n'a pas contrôlé sa démographie. Le Nigeria n'a pas contrôlé sa démographie. Le Congo n'a pas contrôlé sa démographie. Dans 50 ans, nous pouvons tripler le nombre qu'on a aujourd'hui. On peut tripler. Et si on triple, ça veut dire une menace importante. Parce que si on triple sans les politiques adéquates, c'est une menace importante à l'Occident. Alors, ce sera à vous de voir. Vous laissez un peu de vous mêler des affaires de l'Afrique. L'Afrique va arrêter d'envoyer les enfants chez vous. Parce que nous allons trouver les politiques qui nous conviennent et nous allons trouver des solutions. Mais aussi longtemps que vous allez mettre vos nez ici, aussi longtemps que vous allez vouloir nous imposer des politiques qui sont les vôtres, rassurez-vous d'une seule chose, l'immigration, vous ne la supporterez pas. Aujourd'hui, vous avez encore le mécanisme de la supporter. Mais dans 10 ans, vous n'arriverez plus à la supporter. Parce qu'il y a des jeunes gens qui vous lisent aussi, qui comprennent comment contourner vos mesures. La seule manière, et vous n'allez pas dépenser l'argent, c'est simplement de changer la politique. Changer de politique internationale, vous n'aurez pas de problème. Changer de politique. Arrêtez de nous s'aimer, de nous mettre de nous envoyer des guerres ici et de nous imposer cela. Retirez la MONUSCO en Afrique, parce qu'on n'en a pas besoin. La MONUSCO, la présence française, elle est au Mali, et les gens continuent à mourir là-bas. Oui, vous avez envoyé des gens là-bas, on continue à mourir de toutes les façons. Donc ça ne sert absolument à rien. Vous avez la MONUSCO à l'est du Congo, on continue toujours à mourir, Donc votre présence ne sert absolument à rien. Personne ne peut accepter que les gens viennent chez lui pour observer une guerre. On n'observe pas dans une guerre, c'est une insulte. On ne peut pas observer dans une guerre. Dans une guerre, on agit, on prend position, on protège les populations. Mais depuis que vous êtes là, combien de gens meurent tous les jours? C'est une question qui se passe en Afrique, ça se passe au Mali, ça se passe en Centrafrique, ça se passe partout où les Occidentaux se trouvent, les gens continuent à mourir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit vous connaissez ce qui se passe, ou alors vous êtes complice. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Mon voisin et moi, mon voisin est menacé par un autre voisin qui veut prendre sa terre, et ce voisin-là l'impose des maladies, il impose la mort, il impose les tueries et tout, et moi je suis un observateur. Est-ce qu'on observe lorsque les gens se battent? Mais l'observation, lorsque les gens se battent, c'est une infraction. On appelle ça la non-assistance à personne en danger. Mais ici, la MONUSCO devait être poursuivie en justice internationale. L'ONU, d'ailleurs, pouvait être poursuivie en justice internationale pour la non-assistance au peuple en train de mourir. Ça, ce n'est pas un danger. Ça, c'est la mort. Lorsque vous avez les moyens de défendre un camp et vous ne le faites pas, vous dites que non, nous, ce n'est pas notre mission, ça ne rentre pas dans nos cahiers de charges. Ah non! Non! Non!
Revenons sur table, discutons. Discutons. Ou vous partez, ou vous changez la mission. Simplement. Mais avec nos autorités d'aujourd'hui, ne vous attendez pas à cela. Déjà qu'ils sont divisés, ça ne marchera pas comme ça. Il faut une nouvelle dynamique maintenant. Il faut des jeunes. Il faut la population. Il faut que le peuple intègre cette dimension. Comme ça, si vous intégrez la dimension, vous intégrez cette logique, vous donnerez la force à vos dirigeants qui sont animés de l'esprit de changer les choses. Ils peuvent les changer. Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi ne peut pas chasser la MONUSCO, ne vous en faites pas. Il ne peut pas le chasser. Il ne peut pas le chasser. Parce que ce n'est pas une décision que lui seul peut prendre. Il ne peut pas. Il y a l'Assemblée nationale qui va dire non. Il y a le Sénat qui va s'opposer. Parce qu'il est seul maintenant. Mais si le peuple est avec lui, et le peuple dit, nous ne voulons pas de la MONUSCO. Moi, je ne suis pas pour ceux qui disent que la MONUSCO parte. Non. Moi, je suis pour ceux qui disent que la MONUSCO change sa mission. Que les cahiers des charges changent. Si les cahiers des charges ne changent pas, ok, ils partent. Mais il faut que ça change. Et il n'y a que le peuple et les jeunes qui peuvent mettre ça en place pour aider le président à prendre de bonnes décisions. Mesdames et messieurs, c'en est fini. Les questions, je n'ai même pas eu le temps de les lire. On a largement débordé. Alors, bon, je vais prendre quelques questions. Camille Kabanga, les cachots de l'ANER étaient supposés fermer à notre avis et que tous ces agents soient renvoyés au chômage. Mais à notre grande surprise, ils sont encore des candidats ministrables. Pitié pour ce pays. Ça, c'est ce qu'on doit enseigner aux Congolais. On ne peut pas envoyer tout le monde au chômage simplement parce qu'il y a un régime. C'est ça l'idée de la tabula rasa négative. La tabula rasa négative ne marche pas. Ici, il faut comprendre qu'il faut prendre ce qui était bien et le remplacer. Ceux qui sont flexibles, qui peuvent changer l'attitude, on peut le faire. Parce qu'il y avait un problème aussi de leadership. Quand vous avez un leadership qui accepte le mal, c'est tout à fait normal que tout le monde fasse le mal. Mais quand vous avez un leadership qui refuse le mal, il y a des réajustements à faire. Il faut vraiment être froid pour réfléchir de cette façon. Hein? Il faudrait comprendre que l'ANER, c'est qui on a, ce dont on voulait, Cachot et Kangama, c'est fermé maintenant. Il faut maintenant voir ces personnes. Les noms de quelqu'un qui se retrouvait ici, on l'a refusé la liste à cause de ce nom aussi. Donc, il y a beaucoup de questions, mais je ne saurais pas les lire, faute du temps. Christian, c'est vrai que Taganda a cité les noms de Kabila à la CPI comme commanditaire des crimes à l'est du pays. Si oui, quelle est la réaction de la justice? Bon, moi, je n'ai pas suivi ça. J'ai entendu aussi dans les réseaux sociaux qu'il aurait cité les noms, mais jusque-là, en tout cas, pas du tout. Parce que s'il avait cité les noms, la réaction de la justice, c'est d'interpeller la personne citée. C'est comme ça qu'on fait. Mais comme il n'y a pas encore interpellation formelle, on peut dire, c'est peut-être une sorte de fake news, peut-être. Christian, si c'est au droit de l'Assemblée nationale de rédiger et proposer des lois, quelles sont les attributions des assemblées provinciales? Les assemblées provinciales font le même travail, seulement au niveau provincial. On appelle ça les édits. Les édits. Pierrette Isumo, ma grande crainte pour ce nouveau gouvernement est qu'on puisse se baser sur la fidélité des gens à leur parti politique et rejeter la compétence. Je crains aussi la même chose, mais attendons voir. Pourquoi au Congo, tous les soldats ont des armes, même dans les stades de football? N'y a-t-il pas une réglementation avant qu'un militaire ne détienne une arme? Je crois qu'il faut qu'on revienne sur la question et on répondra très prochainement. Excusez-moi pour le temps que je vous ai pris, j'estimais que c'était nécessaire. Abonnez-vous massivement et partagez nos vidéos. Puisse Dieu vous bénir tous. Mon ami Marc Kajila, comment tu vas? Est-ce que tu vas très bien, Marc Kajila? Comment va maman Vérou? Elle va bien? Et maman SP alors? Elle va bien aussi. On se retrouve prochainement. Que la peur quitte aux esprits et que Dieu bénisse les RDC. Patron nga Apollo ça. Et simba lisute. Pour moi comme na moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas basi ba ke musika. Donc là, yo ba mission na to pesa aux sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez, quittez! Polosa, on a battu ma canne. Non, na kekuna. Là-bas! Ah! Oh, nous avons arrangé. Comment coquette? Ah, ouais. Vraiment. Qui ça? Et en plus, na yoki qui a commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles.
puis base na biso etikali toujours Londres Angleterre. Biso na Dynamique Congo toza ko avancer na nkolo.